Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédot. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 8h37, 0826 300 300, le site sudradio.fr évidemment, les réseaux sociaux ainsi que l'application pour participer à cette longue discussion qui va s'étendre jusqu'à 10h. Avec vous bien sûr, amis auditeurs, on va s'intéresser à l'affaire Liana. Vous avez entendu hier le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui l'assure qu'il a été totalement terrorisé par ces nombreux dysfonctionnements dans la chaîne judiciaire concernant cette affaire Liana. D'où cette question ce matin, est-ce que vous comprenez le sentiment de colère contre la justice que certains qualifient de fautive déjà, parce qu'il y a eu des dysfonctionnements, parce qu'il n'y a pas eu les bonnes décisions, parce qu'il n'y a pas eu les bonnes transmissions de dossiers, ou est-ce que vous dites on ne peut certainement pas commencer à accuser la justice dans un tel contexte? Il y a une famille en deuil, il y a aussi la société peut-être qui n'a pas été suffisamment vigilante aux nombreux signalements, ou même à cette affaire des enfants, quand on regarde ce qui se passe dans le périscolaire, quand on s'intéresse à ce qui se passe ici et là avec des scandales d'une ampleur considérable. Est-ce que vous comprenez ce sentiment de colère contre la justice fautive? Est-ce que vous-même ce matin vous êtes en colère, ou est-ce que vous êtes plutôt résigné face à cette longue liste, hélas, de scandales sexuels? 0826 300 300. En compagnie d'Arlette Chabot et de Franck Dedieu pour ce sujet, je me tourne d'abord vers vous, Franck Dedieu. Est-ce que vous comprenez le sentiment de colère qui monte, et là précisément dans cette affaire Liana, contre une justice qui serait fautive, qui serait responsable dans cette affaire? Bien sûr qu'il faut comprendre ce sentiment de colère. Il y a manifestement des dysfonctionnements. Maintenant, il faut aussi pouvoir se dire, pour éviter que ça se reproduise, de prendre du recul. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des fautes individuelles, mais il y a aussi un problème d'ordre systémique. Et je sais bien que tout n'est pas lié aux questions de moyens, mais en ce qui concerne la justice française, je me permettrai de vous donner quelques chiffres. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un accident industriel dans les entreprises, vous remontez la chaîne et vous vous apercevez qu'en fait, il y a un problème de moyens, malgré tout. Juste un chiffre. La France, à proportion de sa richesse produite, je ne veux pas être trop technique, elle dépense pour la justice à peu près la moitié de ce que dépense l'Allemagne. Par rapport à l'Europe, les Européens dépensent 42% de plus pour la justice que la France. Donc il y a, et c'est une tradition française, même s'il y a eu quelques efforts depuis quelques années avec le budget de la justice qui était prioritaire, malgré tout, il y a un sous-investissement dans la justice, et à partir du moment où les dossiers s'accumulent, à partir du moment où où les juges et tout l'appareil est en sous-effectif, eh bien, il est, je dirais pas normal, c'est toujours anormal, mais on s'expose sur le plan presque statistique, on s'expose à des erreurs de cette nature. Et si je vous pose la question, c'est aussi parce que le maire de cette commune justement de Florence, qui s'appelle Grégory Bobato, l'a dit. Le maire de Florence, il dit, même si bien sûr il refuse toute polémique, il dit qu'il y a un dysfonctionnement de l'État et même de la France. Est-ce que vous comprenez, vous, Arlette Chabot, c'était aussi l'objet de votre édito, à savoir si cette affaire est en train de muter en affaire politique aussi, ce sentiment de colère contre la justice qui serait fautive? C'est quand on peut dire politique au sens, j'allais dire, noble du terme. Il faut quand même comprendre effectivement les problèmes budgétaires de la justice, les prisons qu'on n'arrive pas à construire. Ça, c'est un sujet, un budget qui était sanctuarisé et qui ne devrait plus l'être, parce que dans le cadre des économies à réaliser, pour répondre aux dépenses liées au conflit au Proche-Orient, même le budget de la justice va être un peu amputé de ce qu'il devait effectivement être, annonce faite visiblement par Bercy dans les jours qui viennent. Donc c'est vrai qu'il y a un problème de moyens, c'est vrai qu'il y a aussi un problème de responsabilité individuelle. Je parlais tout à l'heure de l'affaire et du rapport concernant le petit Elias. Pourquoi ne demande-t-on pas à ceux qui ont pris ou à celles qui ont pris des décisions d'expliquer pourquoi elles ont pris ces décisions? Des décisions qui sont, on le savait totalement, ça juge pas que les magistrats, mais c'est aussi des éducateurs, des décisions qui étaient inapplicables et qui ne pouvaient pas être appliquées. Elles le savaient parfaitement. Donc on peut quand même s'interroger sur les décisions de justice. Donc il y a un problème effectivement de financement de la justice.
Ça, c'est vrai que la France est en retard. Je crois qu'il y a 4 fois moins de procureurs en France qu'en Allemagne. Donc, ça signifie que c'est plus compliqué. Et ça rejoint les chiffres cités à l'instant par Franck. Oui, ça rejoint effectivement les chiffres cités par Franck. C'est une des raisons. Mais en même temps, quand il y a dysfonctionnement, il faut le dire. Quand il y a une erreur qui est faite, il faut essayer de comprendre pourquoi elle a été faite. Il peut y avoir aussi des magistrats sanctionnés. Moi, je suis pas une malade. La question, beaucoup disent aussi, il faut peut-être non pas donner pour exemple parce que c'est pas le but, mais quand on voit certains magistrats, on a en permanence l'impression qu'ils ne sont pas sanctionnables d'une certaine manière. Est-ce qu'en permanence les magistrats qui prendraient de mauvaises décisions seraient au-dessus des lois? C'est un peu ce que des gens pensent en voyant des rapports qui se multiplient, des indignations. Ou alors c'est la routine, c'est-à-dire il y a une procédure qui est prévue, on l'a respectée, on n'a rien fait d'autre. On l'a respecté. Vous savez, il y a toujours des magistrats ou des porte-paroles de diverses autorités qui, depuis d'hier, sur les plateaux de télévision, vous expliquent qu'au fond, tout ça est normal. Qu'ils se sont contentés de finalement de suivre le code de procédure pénale. Oui, on a suivi, c'est prévu comme ça, la procédure, le dossier va passer de Toulouse, effectivement à Auch. Combien de temps ça prend? C'est pas très grave, mais bon, on transfère et puis on verra. Cette espèce de routine ou de lourdeur administrative. La lourdeur administrative, elle existe partout. Il n'y a pas d'urgence, voilà, parce que ou alors tout est urgent. Et comment trouver l'urgence de l'urgence? C'est toujours ça qui est effectivement mis sur la table. Moi, je crois quand même qu'il faut s'interroger parce que déplorer et triste comme est la France aujourd'hui, c'est pas supportable. Il faut comprendre pourquoi ça marche pas. Et éventuellement, il faut dire à des gens qu'ils n'ont pas fait leur boulot. Et ça arrive parce que ça arrive accessoirement dans tous les autres secteurs. Donc hors de question que ça ne se produise pas dans celui-ci. 0826 300 300. Est-ce que vous aussi vous êtes touché par ce sentiment de colère qui visiblement montre contre une justice qui serait fautive? Alors dans beaucoup d'autres affaires, mais dans celle-ci visiblement dans l'affaire de la jeune Liana disparue il y a une semaine, un corps a été retrouvé. On en attend l'identification formelle. Est-ce que c'est la justice qui est fautive? Est-ce que vous comprenez ce sentiment de colère? Est-ce que peut-être même que vous le partagez, peut-être même que vous avez dû autour de vous et vous avez pu être touché par ce sentiment parce que vous avez des affaires où la justice n'a pas fait son travail? Venez témoigner au micro de Sud Radio 0826 300 300. Bonjour Christian. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, mon cher Christian. Est-ce que vous faites partie des citoyens en colère contre cette justice que certains qualifient de fautive déjà? Maintenant, moi, ça fait un bout de temps qu'on est en colère. Je veux dire, ça cumule un petit peu quand même. Donc moi, j'en veux énormément aujourd'hui aux gens qui sont au gouvernement, qui depuis des années nous promettent de faire les choses qu'il faut pour pouvoir arrêter ces gens-là. Ils sont relâchés. Vous savez comment ça fonctionne? Regardez l'exemple de cette dernière histoire. Elle doit pas exister si la justice elle a fait son boulot. On est bien d'accord. Donc mais c'est pas de hier. Ça fait combien de temps j'ai écouté Madame Chabot là? Ça fait combien de temps que ça existe? Tous les jours on a un fait divers, tous les jours on a des meurtres. Et alors on dit oui mais la justice. Alors la justice, je voudrais quand même dire une chose. La justice c'est l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un gouvernement qui prend pas ses bonnes décisions et qui préfère donner parce qu'on entend qu'on n'a pas assez d'argent. Et on a toujours des grosses excuses en fait. À chaque fois vous avez remarqué, on a l'excuse de. Voilà. En attendant il y a des enfants, il y a des mineurs et ainsi de suite, qui meurent par des espèces de tarés qui sont à l'extérieur et on les connaît. Et on connaît et ils ont une liste totale. Alors il n'y a pas assez de place pour les enfermer. Je sais pas, trouvons une solution. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà regardons les affaires et peut-être évitons de dire aux victimes qu'elles n'ont rien à faire ici dans l'enceinte du commissariat pour porter plainte, parce que c'est ce qui s'est passé dans le cadre de cette affaire de la jeune Liana, une maman dont la fille avait été victime de ce fameux Jérôme B. Si vous voulez, on l'a accusé de harceler la gendarmerie. C'est ça. Écoutez, c'est tout. On est bien d'accord que c'est tout et du n'importe quoi. Après, je sais pas, mais il y a la solution. On est capable de donner de l'argent partout. Si on n'est pas capable de prendre notre propre argent pour faire des choses dont on a vraiment besoin. Vous savez quoi? Il y a urgence. C'est la mort d'enfants. D'accord? Donc il y a urgence. Et il faut maintenant trouver quelqu'un qui puisse, je sais pas, mettre les mains dans le cambouis. C'est incroyable. On est toujours en train de parler de la même chose. Vous, les médias, ça alimente. Et regardez, aujourd'hui, il y a pas longtemps, c'était qui? Et puis, qui c'est le prochain? Donc aujourd'hui, le sentiment malheureusement que la longue liste ne pourra pas s'arrêter. Est-ce que vous êtes en colère contre la justice? Est-ce que vous vous accusez
politiser peut-être la justice ce matin. Beaucoup, notamment dans ce village dans le Gers, à Fleurance, accusent en effet la justice ou qualifient la justice de fautive, de responsable d'une certaine manière de ce qui s'est passé à la jeune Liana, notamment quand on découvre bien sûr le pédigré judiciaire de celui qui est le principal suspect aujourd'hui. Une main courante classée sans suite en 2017, licencié en 2021 d'un lycée précisément pour un comportement inapproprié envers une mineure. Une plainte pour viol en 2024, classée sans suite aussi. Puis une plainte pour viol répétée sur un enfant de 10 ans en 2025 et une dernière plainte aussi déposée forcément cette semaine. Ça fait beaucoup. Est-ce que vous, amis auditeurs, vous rendez la justice responsable? Est-ce que la justice est fautive? Et puis quand on regarde plus largement la longue liste des victimes ces dernières années, que ce soit Liana, que ce soit Lola, que ce soit Shaina, est-ce que l'État est encore capable de protéger nos enfants? 0826 300 300, on en discute ensemble sur l'antenne de Sud Radio. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédot. 0826 300 300, on discute avec vous, amis auditeurs. Bien sûr, comme chaque jour, on s'intéresse à cette affaire Liana qui tient la France en haleine. Il faut le dire, surtout quand on voit aujourd'hui le mécanisme judiciaire, parce que bien sûr, il y a cette main courante classée sans suite en 2017 concernant le principal suspect de cette affaire, le fameux Jérôme B. Une main courante classée sans suite en 2017, licencié en 2021 d'un lycée pour un comportement inapproprié. Une plainte pour viol en 2024 classée sans suite et une plainte pour viol répété sur enfant de 10 ans en 2025 sans suite. Et faut-il encore le répéter que quand on dit la justice, c'est toute la chaîne, et notamment la chaîne a un premier maillon, et ce premier maillon, dans ce cas, c'est notamment une maman de la petite Rosa qui, quand elle veut porter plainte, parce que sa toute petite fille porte sur elle des traces de viol, la gendarmerie refuse de prendre la plainte et menace même en réalité cette maman de déposer une main courante pour harcèlement, parce qu'elle insiste au numéro de la police en disant mais puisque je vous dis que ma petite fille a été violée. Donc est-ce que vous comprenez, vous amis auditeurs, le sentiment d'une colère qui monte contre cette justice qui serait fautive? C'est en tout cas ce que disent beaucoup d'habitants à Florence, et plus largement quand on voit la suite des affaires, Liana, Lola, Shaina. Est-ce que l'État est encore capable de protéger nos enfants? Ça, c'est une question qui est profonde, mais sur laquelle il est intéressant de vous entendre, amis auditeurs, au 0826 300 300. Franck de Dieu, vous écoutiez à l'instant Christian qui a passé un coup de gueule, qui a fait mais c'est horrible de se dire qu'aujourd'hui, si la justice, et une fois de plus, du premier maillon qui s'appelle les gendarmes jusqu'aux nombreuses décisions judiciaires qui auraient pu être prises, on va dire, en accéléré à différentes étapes de la procédure, ça aurait pu être évité. Oui, alors il y a un mot qui est revenu souvent dans la bouche de Christian, c'est le mot urgent ou urgence. Effectivement, je pense qu'il y a le temps de l'émotion, qui est parfaitement légitime, et puis il y a aussi le temps de la réflexion, mais de la réflexion vite. Il s'agit d'agir vite. Il faut tout à fait, Arlette avait raison, d'abord lister les défaillances. Il faut lister l'ensemble des défaillances et légiférer vite ou réglementer vite pour qu'elles ne se reproduisent plus. Mais Franck, je vous coupe beaucoup, et je crois que c'est un peu aussi le propos de Gérald Darmanin hier, qui se dit certes terrorisé par ces nombreux dysfonctionnements, mais là c'est pas un problème de loi. Là c'est pas un problème de loi. Bien sûr qu'il y aurait d'autres dispositions à prendre, mais là c'est visiblement des problèmes humains, des problèmes de lenteur, des problèmes finalement de chaîne qui met du temps finalement à s'agencer de maillon en maillon. Non, après c'est la question. Quand je parlais de liste des défaillances de la part du ministère, il y a évidemment l'idée de la sanction. C'est-à-dire que comment on va faire, quelle va être l'attitude des uns et des autres pour, évidemment, je parlais de légiférer, mais aussi de regarder concrètement qui a failli. Arlette Chabot. Oui, je pense qu'il faut suivre ce qui n'a pas marché, quoi. Les petites habitudes. Effectivement, on parlait tout à l'heure de la transmission d'un dossier. Comme dit Gérald Darmanin, on envoie le dossier par mail. D'une gendarmerie, un parquet, ça va très très vite. On n'envoie pas par courrier. Voilà. Donc, pour certains d'ailleurs dans d'autres affaires, on s'est aperçu que le courrier avait disparu ou n'était jamais parvenu jusqu'au destinataire. Donc, je pense qu'il faut lister. C'est pas besoin de légiférer forcément. Il faut voir ce qui ne marche pas. Pourquoi ça n'a pas marché? En fait, il faut nommer le mal. Est-ce qu'il y a des négligences de certains fonctionnaires, une mauvaise appréciation de la situation? Les dossiers, regardez, moi je ne comprends pas très bien quand on aurait dû retrouver le nom de cet homme. Très facilement de s'apercevoir en remontant que son nom a été cité dans plusieurs autres affaires. Pourquoi ça n'est pas arrivé? C'est la question que se pose. Moi, je suis inquiète quand j'entends le ministre qui se pose la même question que moi. Donc, je me dis, comme tous les Français, il est à la tête de l'administration. Il est à la tête. Donc, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a sans doute des habitudes
lenteur, d'administration qui ont été prises, et des mauvaises habitudes, il faut les chasser. Le maire de Fleurance, et c'est pour ça qu'on vous pose la question ce matin, parle, même s'il veut naturellement éviter toute polémique, quand même de dysfonctionnement de l'État et de la France. Et on a le porte-parole du ministère de la Justice qui, depuis plusieurs heures, est obligé de reconnaître ce que lui-même appelle quand même un constat d'échec sur cette affaire. 0826 300 300. Est-ce que vous comprenez cette colère qui monte contre la justice, notamment que certains accusent d'être fautifs? Bonjour Dominique. Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs. Est-ce que vous êtes aussi en colère contre cette justice? Alors non, moi je suis pas forcément en colère contre la justice, je suis en colère contre le politique qui ne prend pas ses responsabilités, parce que pour moi, le plus grand responsable de tout ça, c'est l'homme politique et in fine le citoyen qui les a maintenus au pouvoir depuis, on va dire, 30 ans. Dominique, je vais vous laisser poursuivre, mais est-ce que c'est pas un peu facile d'accuser le politique quand là, Gérald Darmanin ne peut pas décider pour le gendarme dans le Gers? Quelle est la responsabilité du politique? Moi, je suis confronté en ce moment à une histoire qui m'est arrivée donc face à la justice. Le législateur, mon fils s'est fait enlever. Donc ils sont venus l'enlever devant chez moi, mon gamin. Il a été tabassé et en fait les ravisseurs venaient enlever le fils du voisin parce que c'était un petit génie informatique qui avait miné des bitcoins sur une clé USB. Ils se sont trompés de gamin, ils ont enlevé le mien. Ils me l'ont rendu en morceaux. Les gars se sont fait attraper et je dois remercier la gendarmerie locale qui a fait un boulot mais exceptionnel. Ils ont remonté les mecs jusqu'à Valence, ils ont remonté toute la filière. On habite à 200 km de Valence. Ils les ont arrêtés dans le mois. Il se trouve que en fait le législateur a décidé que si c'était un enlèvement de moins de 7 jours, c'était pas si grave que ça, il risquait quasiment rien. Un enlèvement de plus de 7 jours, là c'est du pénal. Donc comment un législateur a pu définir que un homme politique, un député, un sénateur ont pu définir que 7 jours d'enlèvement c'est pas grave par rapport à plus de 7 jours? Et bien voilà à quoi on est confronté. En fait, c'est l'absurdité de la loi que vous dénoncez aussi, Dominique. Mais pas que l'absurdité, c'est l'incompétence des législateurs, l'incompétence des ministres, l'irresponsabilité de tous ces gens et nous qui les remettons au pouvoir. Aujourd'hui, qu'a fait Emmanuel Macron pour nous protéger? Vous parlez de protéger les enfants, mais on est protégé de rien du tout. Vous, citoyens, moi, citoyen, mes enfants ne sont plus protégés dans un pays où je paye le plus d'impôts au monde. Et on les maintient au pouvoir. Non, les responsables, les vrais, sont les ministres, les sénateurs, les députés et le président de la République. Ceux qui ont la main dans le cambouis de la loi. Merci beaucoup, Dominique, d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir passé ce coup de gueule et d'avoir partagé avec nous quand même cette expérience qu'on imagine plus que traumatisante pour un parent, l'enlèvement d'un enfant, avec en plus tout d'un coup le fait d'être confronté comme ça à l'inertie de la loi. Ça doit être un traumatisme fou et j'espère bien sûr que vous arrivez, mon cher Dominique, à vous reconstruire si cela est possible après un tel drame. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir partagé cela au micro de Sud Radio. 0826 300 300. Merci beaucoup Franck de Dieu, merci beaucoup Arlette Chabot. Dialogue se poursuit dans un instant, toujours sur ces thématiques, sur cette question, dans La Vérité en face sur Sud Radio. À tout de suite.